Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'atteindre tes objectifs physiques et sportifs grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Donc aujourd'hui on va parler d'alimentation au sens large puisque je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les usines du diable, les usines agroalimentaires bien sûr, les petits secrets des usines agroalimentaires. Je vais te présenter du coup 5 secrets que j'ai trouvé intéressants. Alors c'est loin d'être les seuls que j'ai trouvé, il y en a, je pourrais te parler de ça pendant des heures et des heures. D'ailleurs il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Tout ce que je vais te dire dans ce podcast là, voilà, c'est des choses que des retours d'expérience de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui ont raconté comment ça s'est passé, notamment d'ailleurs les livres de Christophe Brusset qui sont hyper bien faits sur ce sujet-là. Donc avant que tout le monde s'excite sur c'est vrai, c'est pas vrai, c'est machin, voilà, tout est vérifiable, tout est disponible sur des livres, sur des témoignages, sur des interviews, tout est disponible aussi sur internet. Donc encore une fois, parce que je sais qu'à chaque fois, par exemple, quand j'avais fait sur le soja, il y a des personnes qui viennent me dire oui, c'est pas vrai, si c'est vrai, etc. Voilà. Tout est prouvable sur Internet maintenant, l'information est quand même relativement facile. Avant de dire que telle chose est vraie ou n'est pas vraie, voilà. Des petites recherches sur Internet s'imposent et tu verras par toi-même la vérité et je te laisserai avoir ton opinion là-dessus. Du coup, on va partir sur le premier secret des usines agroalimentaires. Ça fait en plus... Bon, ça fait quand même débat en ce moment. C'est les polyphosphates, ok. Qu'est-ce que c'est que ça, les polyphosphates? Ah bah tu le connais très bien. Alors que tu le connais peut-être pas sous ce nom-là de polyphosphate, mais tu le connais peut-être plus si tu regardes un petit peu les étiquettes sous le nom de E452. Ok, E452. Qu'est-ce que c'est que ce E452, donc les polyphosphates? Alors, c'est ce qu'on ajoute dans le poulet, par exemple. On peut l'ajouter dans le poulet. Mais grosso modo, quand même, énormément de viande. C'est principalement pour la viande, ce type d'additif. C'est, en fait, ça te permet d'ajouter à la viande, soit par seringue, soit par barattage. Le barattage, c'est en soi, c'est un petit peu comme si tu plonges la viande dans un liquide, donc dans ce liquide là E452, le polyphosphate, et tu fouettes la viande, ce qui va permettre du coup à la viande d'absorber, en fouettant la viande, ça va permettre d'absorber un petit peu le liquide, donc l'additif qu'on veut ajouter, comme ça c'est invisible à l'œil nu, c'est à l'intérieur de la viande. Et ça sert à quoi de rajouter ça? Ça sert tout simplement à ce que la viande ne perde jamais son eau, même après la cuisson. Donc forcément, tu l'auras compris, c'est assez lucratif comme business puisque si tu vends la viande avec de l'eau, ça pèse forcément beaucoup plus lourd que quand tu vends la viande sans eau. Ok, puisque si tu cuis la viande pour une préparation, tu vas forcément perdre de l'eau et du coup, forcément, le plat va peser beaucoup moins lourd. Donc nous, les industriels préfèrent nous vendre de la viande avec de l'eau. C'est beaucoup plus avantageux pour eux, même s'il faut ajouter un petit ajout, pas forcément très naturel, dans la viande. Donc ça, c'est quelque chose d'assez courant, déjà de rajouter ce genre d'additif, de tromper le consommateur également, hein, bien sûr, mais on s'en fout royalement que ce type d'additif, donc le E452, par exemple, soit en conséquence directe avec des AVC, de l'insuffisance rénale, la maladie du côlon irritable, etc., etc. Donc du coup, voilà, ça c'est le premier petit secret. Voilà, le fait, il y a le E452. Le polyphosphate, mais c'est pas le seul additif qui permet de faire ça. Là, je t'ai pris un exemple, mais il y en a plein d'autres ingrédients qui permettent de faire ça en toute légalité, bien sûr. Du coup, on a aussi tout ce qui est agent de texture, comme par exemple l'alginate, qui permet quoi cet alginate? Alors c'est un agent de texture assez formidable puisque ça permet de retenir l'eau et de le transformer en gel. Donc ça peut paraître un petit peu magique, mais c'est-à-dire que tu prends un verre d'eau, tu rajoutes de l'alginate à l'intérieur, ton eau va se transformer en gel et puis en eau. Pourtant, tu as juste rajouté une petite aide comme ça. Ça sert à quoi de rajouter de l'alginate dans un produit? Tout simplement, ça te permet de donner de la texture et d'alourdir le poids
du produit et du coup forcément d'alourdir le poids du produit, ça c'est aussi encore une fois très lucratif puisque du coup tu as tout simplement tu peux vendre plus lourd au kilo et du coup le consommateur il va se dire ah celui-là il est moins cher, je le prends. Et ça c'est assez magique parce que si tu veux, par exemple, je te donne un exemple. T'as la sauce tomate. La sauce tomate, il y a de l'eau naturellement parce que c'est des tomates. Et toi, tu penses que c'est de la sauce tomate, donc c'est les tomates qui sont broyées avec un petit peu d'épices. Et puis, on te vend ça comme ça. Maintenant, si tu rajoutes de l'alginate, tu vas pouvoir également rajouter beaucoup plus d'eau et du coup, on va pouvoir te le vendre beaucoup plus cher. Et si on n'avait pas rajouté cette alginate, forcément, tu vois, ça ferait un petit peu comme de l'huile, tu vois, où quand tu rajoutes de l'eau dans l'huile, tu le vois tout de suite qu'il y a de l'eau dans l'huile et que c'est pas de l'huile pure. Mais là où tu rajoutes de l'alginate, forcément, ça va se mélanger au produit et ça va être invisible à l'œil nu et du coup forcément c'est hyper utile pour vendre encore plus cher des produits où il n'y a pas grand chose dedans à part de l'eau et bien sûr de la tomate quand même un petit peu, mais le moins possible quand même. Donc ça c'est un petit secret des industriels. Les agents de texture, ça permet vraiment de tromper sur le poids de l'ingrédient et de rajouter le maximum d'eau possible dans les ingrédients. Et en plus de ça, ça c'est la tromperie, c'est déjà quelque chose de grave, mais on s'en tape complètement que par exemple ce type d'agent de texture permette au consommateur, aggrave la santé du consommateur en lui procurant des calculs rénaux. Toi tu vas avoir des calculs rénaux, tu vas te dire oh putain pourquoi j'ai des calculs rénaux, c'est tout simplement parce que les agents de texture viennent justement te bousiller un petit peu les reins et du coup former des calculs, des sortes de petits cailloux dans les reins. Donc voilà, justement parce que ça se gorge en eau et ça solidifie des choses qui devraient être liquides. Donc voilà, c'est pour le deuxième petit secret. Il y a un troisième petit secret. Alors il est vraiment exposé à la vue de tous et personne s'en est rendu compte ces dernières années. C'est quand même assez magique puisque même moi le premier, je m'en suis pas du tout rendu compte. Même si moi j'ai pas du tout un régime où je prends des produits qui sont industrialisés, mais voilà, ça peut arriver quand même de temps en temps de prendre des produits qui sont tout faits comme des épices, comme des gels douche, comme des trucs comme ça. Bien sûr, tu vois, comme tout le monde. Et il faut savoir que tous les produits industrialisés ont subi un régime drastique sur leur contenu. C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que nos produits, depuis à peu près 5-6 ans, étaient de plus en plus petits? Voilà. Est-ce que tu t'en as déjà rendu compte? Non. Et voilà. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour donner un exemple classique, par exemple, ta danette, elle est passée de 125 à 115 grammes. Voilà, ça a perdu presque 10%, et plus de 10% du coup, et personne s'en est rendu compte. Le gel douche qui passe de 200 ml à 175 ml. Et puis on peut se dire, oui, t'as qu'à changer de marque si t'es pas content de ton gel douche, il passe de 200 à 175. Le problème, c'est que une fois qu'il y a une marque qui passe de 200 à 175 ml, de gel douche, et toutes les marques s'alignent puisque tout le monde a envie de faire du profit aussi. Donc c'est ça le problème. Tu as la bouteille de Coca qui passe de 1,5 litre à 1,25 litres. T'as la bouteille de 2 litres qui passe à 1,75 litres. 1,75 litre. Et tout est comme ça. Voilà, il y a 60 millions de consommateurs qui avaient fait quelque chose là-dessus. Et voilà, tu regardes un petit peu la contenance des produits en fonction du temps. Tu te rends compte que c'est de plus en plus petit, mais personne s'en rend compte puisque à chaque fois qu'un industriel décide de faire une petite diète à son produit, et du coup tout le monde s'aligne et du coup ça devient la norme. Donc du coup toi tu n'as plus l'impression que la norme c'était la version où tu avais plus de produits dans le contenu. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, tu l'auras compris, le prix, lui, ne change pas. Donc, c'est vraiment uniquement la quantité qui change, mais pas le prix. C'est un moyen facile de faire du profit, mais là, pour le coup, il n'y a pas de tromperie. Tout le monde est au courant, mais voilà, c'est quand même assez difficile de faire attention à tout ce qu'on achète, surtout d'une semaine à l'autre. Voilà. Alors, il y a aussi, celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le Made in France. Le Made in France, souvent, les industriels aime bien mettre en avant le fait que ça soit produit en France. Alors le souci avec le Made in France, c'est que c'est quand même, déjà c'est hyper bien si tu te soucies que les produits viennent de France, mais sache quand même que cette appellation, elle est quand même très
très permissive, surtout pour des industriels qui sont mal intentionnés, hein. Loin de moi l'idée de mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, il faut savoir quand même que le panier est assez gros. Alors bien sûr, il y a des gens qui font des choses bien, mais grosso modo, il y en a au moins 50% qui font mal les choses. Et du coup, le Made in France, c'est quoi le problème avec le Made in France? C'est que déjà, tu peux importer tous les produits que tu veux. Du moment que tu cuisines en France ou que tu transformes en France, tu peux appeler ça du Made in France. Ok? Tu peux dire recette française, produite en France, etc. Même si les ingrédients ne viennent pas de France. Donc déjà, c'est une petite tromperie assez sympa pour l'industriel. Mais si l'industriel il veut encore moins se prendre la tête, il peut tout simplement faire venir un produit de Chine, par exemple, ouvrir le carton en France, changer le carton. Ils disent que ils ont fait un contrôle qualité sur le produit pour savoir s'il était conforme. Et après, tu peux le revendre légalement comme un produit venant de France. Puisque c'est la première personne qui du coup importe le produit, dit sa provenance. Et si le carton a été changé et que la personne a fait un contrôle qualité, c'est considéré comme un produit français puisqu'il a eu un contrôle en France et voilà, légalement ils ont droit de changer justement cette appellation en du produit français. C'est comme ça que par exemple des truffes chinoises, on s'est aperçu que les truffes chinoises n'étaient pas forcément, les truffes françaises n'étaient pas forcément françaises et qu'elles étaient chinoises. C'est-à-dire que tu prends la truffe chinoise, tu fais un contrôle qualité en France, ça devient de la truffe française et du coup, tu peux la revendre comme ça, forcément beaucoup plus cher puisque la truffe chinoise n'est pas rare alors que la truffe française, elle l'est et elle est aussi de bien meilleure qualité pour les connaisseurs de truffes. Après, moi, j'en sais rien, je mange pas de truffes, mais voilà, c'est des petites choses comme ça quand même qui sont pas normales de pouvoir changer la provenance des produits un peu à sa convenance. Il suffit que tu fasses une toute petite transformation ou un contrôle ou un examen, ce que tu veux. Tu peux changer un petit peu l'origine des produits à ton bon vouloir. Il y a aussi le cas, donc le dernier petit secret. Franchement, je pourrais faire un épisode pendant des heures en parlant de ça parce que cette semaine, je me suis beaucoup documenté. J'ai fini des bouquins que j'avais envie, notamment de Christophe Brusset, notamment qui traînait depuis un moment. Donc ça m'a pas mal inspiré. Je pourrais continuer pendant des heures, mais je crois que on va pas non plus trop en parler pendant 1000 ans, même si ça t'intéresse, je referai un petit podcast dessus. Il y a les produits 100% pur bœuf. Là, on s'en doute quand même, mais est-ce que tu crois que les steaks de bœuf que tu manges quand c'est des produits 100% pur bœuf sont des belles tranches de bœuf, tu vois, des beaux muscles de bœuf qui sont coupés, emballés spécialement pour toi? La réponse évidemment est non. Pur bœuf, ça veut absolument rien dire, ça veut dire que ça vient du bœuf. Sauf que dans ton steak haché 100% pur bœuf, ce que tu fais pour faire un steak haché 100% pur bœuf, c'est que tu mets un peu de viande de bœuf, un peu de cartilage de bœuf, un petit peu de gras de bœuf, un petit peu d'eau et ça te fait un produit 100% pur bœuf. Voilà. Et pour le coup, ils ont raison, c'est un produit 100% pur bœuf. Sauf que ce n'est pas de la viande de bœuf, c'est du cartilage, du gras, voilà. Si tu veux, tu peux même rajouter un petit peu d'eau parce que il y en a de toute façon naturellement présents dans le bœuf, donc personne ne le verra. Si tu rajoutes aussi un petit peu d'eau pour alourdir le produit et pour le vendre toujours au kilo, faire un plus gros tonnage sur l'ensemble de la cargaison. Donc voilà, un steak haché, je me suis un petit peu renseigné, du coup il y avait des reportages qui parlaient de ça. Il faut savoir qu'un steak haché 100% pur bœuf, comme on l'entend, c'est-à-dire de la viande de bœuf avec les cuisses arrière du bœuf, qui est normalement celles qui sont utilisées pour le steak, et donc 100% pur bœuf avec l'arrière du bœuf et française, c'est 14 € le kilo minimum. C'est impossible de le trouver à moins cher que 14 € le kilo. Donc si tu vois que tu achètes un steak haché qui est moins cher que 14 € le kilo, c'est que c'est pas exclusivement de la viande, du steak, la partie du bœuf qui est le steak, et c'est pas forcément c'est pas, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal dans le procédé. Donc voilà, 14 € le kilo, c'est vraiment la limite. Et si c'est moins cher, c'est qu'il y a embrouille, et c'est d'ailleurs peut-être même pas de la viande de bœuf, ça peut être du cheval, t'en sais pas trop, on sait pas trop. Donc voilà,
petite blague quand même. Même si ce genre de scandale, quand tu t'intéresses un petit peu sur la viande, bon là j'ai rebondi, mais sur la viande de bœuf, ce type de scandale qu'il y a eu entre la viande bovine, qui en fait était du cheval, etc. Quand tu te renseignes un petit peu, tu te rends bien compte que ce type de scandale va se reproduire à l'avenir. Voilà, on a un petit peu étouffé l'affaire, mais t'inquiète pas que ça va revenir, ce genre de scandale. Il y avait déjà eu des scandales sur le lait chinois qui était vendu dans le monde entier. Il y a eu aussi le lait à la mélamine, hein, pour ceux qui s'en souviennent pas. Il y a aussi le scandale qu'il y avait eu sur les raviolis Leader Price, voilà, il y a en 2001 ou 2002, je sais plus. Voilà, ce type de scandale revient régulièrement, donc faut pas être surpris si de temps en temps on se retape le même scandale de la viande de bœuf, de la viande de cheval, puisque aucun procédé n'a changé depuis. Donc voilà, donc c'est un peu triste tout ça, ce que je te raconte. J'en suis conscient, mais ce qui est encore plus triste pour moi, c'est que nos goûts en fait ils se standardisent, et nos goûts se standardisent non plus sur de la gastronomie française qui est inscrit au patrimoine de je sais plus de quoi, patrimoine mondial, je sais plus quoi. Nos goûts se standardisent non plus sur cette gastronomie-là, mais sur la gastronomie entre guillemets des industriels, et aussi des produits qui sont OGM, et aussi des produits qui sont qui ont de moins en moins de goût, etc. Et ce qui est triste, c'est que nos goûts vraiment évoluent, changent avec le temps. Et la norme maintenant, c'est de manger par exemple un steak haché 100% pur bœuf qui a de moins en moins de goût, alors que quand tu vas chez le boucher, tu te rends bien compte que ça n'a rien à voir. C'est plus du tout, c'est pas du tout la même qualité d'ingrédients, ça n'a pas du tout le même goût, etc. Et du coup, comme c'est moins cher, on a tendance à consommer ce type de produit-là. Et du coup, nos goûts évoluent, et ça devient la norme de manger ce type de produit-là. Et aussi, nos budgets se standardisent. C'est aussi le deuxième problème, c'est que c'est pas normal de payer un steak 15 € le kilo. Et ce qui est normal, c'est de payer un steak 7-8 € le kilo. Et du coup, on va avoir de plus en plus de mal à mettre 14 € le kilo sur un steak, alors que il n'a jamais été question d'acheter un steak 7-8 € le kilo. Si c'est le cas, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas normaux en amont. Mais du coup, pour le consommateur moyen, c'est normal de payer un steak 8 € le kilo et pas 14 €. Donc, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on va acheter 8 € le kilo, parce qu'on va pas avoir l'utilité de mettre 6 € de plus au kilo pour avoir la même chose. Mais sauf que c'est pas la même chose. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas forcément. Donc voilà. Mais après, n'oublie jamais quand même que celui qui fixe la loi, c'est pas l'industriel, c'est le consommateur. Donc s'il y a un mouvement qui se fait où on n'achète plus ce genre de produits, et que les industriels ils voient le bénéfice, donc s'ils font plus de bénéfices avec leurs produits, on va avoir un retour en arrière. Voilà, c'est la petite morale de l'histoire, c'est que c'est nous qui décidons d'acheter ou ne pas acheter, et il faut essayer de se mobiliser pour acheter des produits de qualité locale, en tout cas c'est mes convictions, et voilà, des produits de qualité locale, pour essayer de faire vivre les producteurs de chez nous, et pas producteurs dans le monde entier où on ne sait pas forcément plus ce qu'on mange, ce qu'il y a dedans, etc. Donc voilà, c'est quand même plus sympa. Voilà pour la petite morale de l'histoire. Maintenant, si tu veux atteindre tes objectifs rapidement, durablement, dans le temps, et que tu veux y voir plus clair sur tes objectifs, et sur combien ça te prendrait de temps, etc. et comment surtout y parvenir. En gros, si tu veux un petit coup de pouce dans ta transformation physique ou ta préparation physique, moi ce que je te propose, c'est de faire un rendez-vous, un bilan de 30 minutes offert. Ok, 100% personnalisé sur toi et tes objectifs. Pour prendre rendez-vous, donc avec ce petit bilan personnalisé, tu as un lien qui est en description de ce podcast, ou alors tu te rends sur mon site, comme je répète, sport-santé-nutrition.com, pour justement avoir ce type de bilan pour toi et tes objectifs 100% personnalisés. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast sur les petits secrets des industriels. Si tu as aimé,
n'hésite pas à mettre un avis, ça m'aide énormément sur Apple Podcast, et mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Et ceux qui sont sur YouTube, je sais qu'il y en a un petit peu, vous pouvez aussi mettre un petit like, ça m'aide énormément. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!